Le père, voilà un objet de réflexion qui ne date pas d'hier et qui mérite pourtant que nous continuions de nous y pencher. Nous l'avons vu lors du précédent colloque, le devenir mère n'est pas une maigre affaire. Les mots utilisés pour désigner les institutions accueillant les parents autour de la naissance de l'enfant donnent à entendre l'importance de la maternité. Centre de PMI, protection maternelle infantile, maternité, unité d'hospitalisation mère-bébé. Quid du père et de la paternité? Travaillant auprès de futurs parents, de mères, de pères et de leurs enfants, j'avais décidé de questionner des professionnels de santé au sujet de leur représentation des pères. Des sages-femmes notamment m'avaient indiqué combien il leur était difficile de composer avec les pères en salle de naissance, lors des différents rendez-vous de préparation à l'accouchement et à la parentalité, ou encore dans les hôpitaux traitant les complications périnatales psychiques, corporelles et organiques. Je ne sais pas où les mettre, m'avait confié l'une d'elles, en précisant qu'il y a peu de temps encore, les pères n'avaient pas de chaise, pas de place. Une autre avait dit « J'avoue que c'est plus simple quand il n'est pas là, ça me facilite la tâche, même si en soi c'est important pour la mère et l'enfant. » Sigmund Freud distingue la paternité de la maternité qui s'inscrit dans l'organisme et le corps. En effet, la maternité est attestée par le témoignage des sens, alors que la paternité est une hypothèse édifiée sur une déduction et un présupposé, écrit-il. À la différence de la mère, en ce qu'il est incertain, le père est, dans son statut, objet de doute et pousse à la pensée, en dehors de la flagrance charnelle. Cliniquement, il n'est pas rare d'entendre de la bouche des pères ou des mères des paroles questionnant l'éventualité que le père ne soit pas véritablement le géniteur. Lors d'une séance, un père avait dit « Dès que mon enfant est né, j'ai tout de suite vérifié pour voir s'il me ressemblait bien. Ça m'a travaillé l'esprit pendant toute la grossesse. » Juste avant sa mort, fait qui n'est peut-être pas anodin, Freud aborde la transmission du nom de famille du père à l'enfant et introduit sa fonction liée au développement humain, consistant en ce que la sensorialité soit peu à peu terrassée par la spiritualité. Ainsi, au moment de la naissance, l'arrivée de l'enfant réellement extrait de l'enveloppe maternelle trouve dans le nom patronymique un appui symbolique, favorisant le dépassement progressif de la suprématie du lien corporel et organique qui régit la vie de l'enfant et l'unit à sa mère. Jacques Lacan approfondit la question en théorisant l'existence du nom du père, qui fonde l'ordre empêchant la collision et l'éclatement, de la relation duelle imaginaire et de la tension agressive de ce moi ou l'autre. Une des fonctions symboliques du père qui ne doit pas être confondu avec le géniteur, nous dit Lacan, vise l'introduction d'un ordre mathématique, dont la structure est différente de l'ordre naturel. Pour que les relations mère-enfant dépassent la dialectique imaginaire primitive et aliénante, donc pour qu'il n'y ait pas que du chiffre pair, il faut qu'existe l'impair. Et cet impair, qui dans la logique mathématique vient entre la paire et donc intervient littéralement, se situe dans le registre du symbolique. Les définitions d'intervenir indiquent prendre la parole dans une discussion pour donner son avis et agir comme médiateur. Cela rejoint la conception lacanienne selon laquelle le nom du père opère en faisant intervenir une loi, une chaîne, un ordre symbolique, l'ordre de la parole, c'est-à-dire du père, et non pas seulement un père au sens mathématique d'un père. Dans les œuvres de Freud et de Lacan, la question du père est donc très présente, mais essentiellement du point de vue de la façon dont il est investi par l'enfant et la mère, de ses fonctions et en tant qu'instance symbolique ou imaginaire. Dans ce contexte, le thème de ce colloque apparaît contemporain et l'argumentaire de cette journée nous invite généreusement à étudier les différentes étapes du devenir père. Pour éclairer cette période qu'est la grossesse et qui fonde l'approche du réel de l'arrivée d'un enfant, je propose d'examiner les dires d'un psychanalysant en phase de gestation psychique, dirais-je. Cela sera également l'occasion de faire un saut à l'origine de la construction de la position de père qui puise sa source dans le complexe d'Oedipe et qui s'observe dès les jeux infantiles, notamment ceux avec des poupons et le fameux jouer au papa et à la maman. Que se passe-t-il donc pour un père en devenir pendant la grossesse? Quels sont les processus psychiques qui œuvrent et comment opère la psychanalyse? Effectivement, la haine non assumée par le dire clôt la parole et ferme les portes à la libido. Mais comme le rappelle régulièrement Fernando de Amorim, la libido se comporte tel un liquide. Ainsi, coulant devant une porte close, celle-ci trouve une autre issue en se faufilant dans une brèche pour se frayer un passage conformément aux lois de la moindre résistance et de l'association. Continuons donc de parcourir les associations libres de Monsieur O pour découvrir où nous mènent les voies de la haine dont il parle.
Les associations libres de M. O font avancer sa psychanalyse en direction d'un objet de haine, qui apparaît cette fois-ci bien précis, en nous référant à une lecture de l'articulation signifiante. Il s'agit de l'enfant qui arrive. Le moi s'organise pour ne pas accepter la castration symbolique et réaliser la grossesse dans l'imaginaire et dans la logique infantile inconsciente, indique Freud, le souhait d'absence d'un autre, de renvoi, d'éloignement, se traduit par le souhait de mort. Dans un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Freud avait bien identifié la rivalité du père vis-à-vis de son enfant, qui reçoit l'amour de la mère et lui offre un rapport amoureux pleinement satisfaisant. Toutefois, le discours de M. O nous enseigne que cette haine paternelle peut apparaître dès la période de grossesse et prendre l'enfant à naître comme objet. L'image virtuelle de l'échographie, l'attente du nouveau-né et la perception du phallus imaginaire en sa compagne semblent raviver la haine et l'angoisse de castration associée. L'enfant qui habite en la mère signifie le manque à M. O. La psychanalyse vise la subjectivation et la responsabilisation de l'être vis-à-vis de son désir et de sa position. Comme en atteste celle de M. O en route pour construire sa position de père, elle est l'occasion de s'engager dans la construction du devenir sujet, au sens où l'entend Fernando de Amorim. Par l'association libre et l'articulation de chaînes signifiantes, elle opère sur l'existence de l'être, en lui permettant de s'extraire lui-même de l'implication signifiante que constitue la symptomatologie de sa névrose. En effet, l'essence des symptômes névrotiques, nous dit Lacan, relève en soi de l'impossibilité d'accorder au discours un certain passé de la parole du sujet. Si les pères consultent moins fréquemment que les mères, en tout cas d'après ma propre expérience clinique, leur position n'en est pas moins complexe. Eux aussi ont à dire pour construire leur vie et leur existence de façon apaisée, avant, pendant et après le chamboulement que représente le projet, l'attente et l'accueil d'un enfant. Les futurs pères et les pères sont donc les bienvenus en psychothérapie et en psychanalyse. Celles-ci s'avèrent tout à fait fécondes et produisent des effets bénéfiques pour les pères ainsi que pour leur famille, compagnes et enfants. Concluons avec Lacan, qui énonce que copuler avec une femme, qu'elle porte ensuite quelque chose pendant un certain temps dans son ventre, que ce produit finisse par être éjecté, n'aboutira jamais à constituer la notion de ce qu'être père. Il faut que l'élaboration de la notion d'être père ait été portée à l'état de signifiant premier, et que ce signifiant ait sa consistance et son statut. Je vous remercie.